de Aegis. Donc nous allons vous présenter maintenant deux cas concrets d'infrastructures que nous avons construites dans des glissements de terrain avérés. Il s'agit donc du viaduc de Monestier de Clermont sur la 51 au sud de Grenoble et du viaduc du Charmet qui est sur la rampe du tunnel de Fréjus près de Modane. Donc, on va se partager la présentation avec Pascal Ordrenault, en face de moi. Sur le Monestier de Clermont, en principe, Dominique Alagna, qui connaît bien le sujet, puisqu'il l'a suivi de bout en bout, aurait dû venir vous la présenter, mais il a été empêché, donc je me charge de faire cette présentation avec Pascal. Donc, dans les deux cas, je vais vous présenter le contexte général et la géomorphologie, la morphologie, la géologie, la géotechnique, et puis notre design de fondation, c'est-à-dire de fondation ou d'adaptation de l'infrastructure au glissement de terrain. Et on veut surtout ensuite mettre l'accent sur l'instrumentation, qui est capitale dans ce genre de construction dans des zones sensibles. Et Pascal, à chaque fois, vous décrira l'instrumentation qui a été mise en place avant, pendant et après travaux. Et on conclura sur un certain nombre de retours d'expérience et d'enseignements. Donc je commence par le viaduc de Monestier de Clermont, dont vous voyez une photo sur la droite. Il est à une trentaine de kilomètres au sud de Grenoble, sur la 51. Vous avez ici son tracé, avec le côté Grenoble ici et le côté Col du Faux, c'est-à-dire le sud par là. Il se trouve que c'est un viaduc de 860 mètres de longueur qui a été mis en service en 2006. Il est caractérisé géotechniquement par un problème d'instabilité de sol, de versant, qui passe selon le trait rouge, qui est assez bien cartographié, et dont le volume est important, comme vous pouvez le voir. C'est des glissements, c'est pas un glissement monolithique, mais un glissement emboîté, de surfaces de glissement emboîtées les unes dans les autres. Quand il a fallu construire cette infrastructure, il y a eu un concours de conception-réalisation qui a été lancé. Et en fait, deux solutions étaient envisagées, soit une portée unique pour traverser la zone de glissement, mais ça faisait un ouvrage de très grande dimension, enfin un tablier porté de grande longueur, de grande portée. Donc il a été, dans le cadre du concours conception-réalisation, une entreprise a proposé de mettre les pieds dans le glissement, mais de prendre certaines dispositions. Donc là, vous avez une coupe, une élévation, une coupe au droit du profil. Donc le côté Grenoble nord est ici et le côté Col du Faux sud est ici. Là, qu'est-ce qu'on voit sur cette coupe? C'est qu'on a le substratum marno-calcaire qui est ici de chaque côté de la vallée, qui est de bonne qualité, donc qui ne pose pas de problème de fondation. Vous avez un remplissage d'argile glacio-lacustre du Trièvre, c'est ce qu'on appelle les argiles varvées du Trièvre, qui ont la particularité dans cette zone-là d'être qui surmontent des moraines plus perméables dans lesquelles il y a des pressions d'eau artésiennes. Donc en fait, la zone de glissement actif est vraiment cantonnée à cette zone-là, c'est-à-dire dans la zone où l'argile est piégée, enfin l'eau est piégée sous l'argile et il y a des pressions artésiennes qui se créent, donc qui génèrent le mouvement. À côté, ici, c'est les argiles varvées du Trièvre qui sont de compacité moyenne à médiocre, enfin médiocre en tête et moyenne en dessous.
Donc en fait, on a deux problèmes pour nos fondations. On a surtout nos fondations, enfin les fondations au rocher, on n'en parle pas. On a les fondations de P5 et P6 qui sont dans le glissement actif et P3, P4 qui ne sont pas impactés par le glissement mais qui sont fondés sur des argiles, les fameuses argiles varvées du Trièves, donc assez de compacité moyenne. Donc ici, on vous détaille la problématique déjà du glissement. C'est un glissement qui existe depuis toujours, qui a pu être mesuré par des observations relativement longues d'environ 5 mm par an, avec des surfaces de glissement qui se situent vers 15 mètres de profondeur, au droit de l'axe du viaduc. Comme je vous l'ai dit, il y a deux piles qui sont impactées, c'est la P5 et la P6. Donc, je vous ai montré la position tout à l'heure. Et donc, la solution qui a été envisagée, c'est de en fait fonder cette pile, enfin ces deux piles sur des pieux arrêtés au rocher, et de protéger ces pieux des mouvements de glissement, des déformations et des efforts liés au glissement par une enceinte circulaire, en fait, une sorte de grande virole qui va au niveau de la surface de glissement, c'est-à-dire vers 14 mètres de profondeur. Et donc, de façon à ce que si le glissement continue, il n'y a pas d'effort parasite sur les fondations. Dans les zones, pour les piles P3 et P4, qui sont, comme je vous l'ai dit, hors glissement, mais au droit d'argile qui ne sont pas de très bonne compacité, on a pris le parti, enfin disons, dans le cadre de la conception-construction, l'entreprise a proposé de faire une fondation, enfin en dent creuse dont vous allez avoir la diapo après. Ici, c'est une diapo qui montre en fait les caractéristiques mécaniques de ces argiles varvées du Trièves, qui sont donc de compacité relativement médiocre, 0,25 MPa en pénétrostatique, jusqu'à 18 mètres de profondeur, et puis après une compacité qui augmente progressivement en fonction de la profondeur, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Donc je reviens à ce que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure. Donc sur ces deux piles P3 et P4, l'entreprise a proposé en fait de faire une sorte de grande dent creuse qui consistait à enlever le poids de terrain, un poids de terrain égal à celui qui allait être amené par la pile. Donc histoire de ne pas trop solliciter le terrain. Et pour éviter des problèmes notamment de gonflement lorsque l'on allait terrasser toutes ces argiles, il a été fait en plus à la base un renforcement de sol de type inclusion rigide par des HEA 300, comme vous pouvez le voir, maille de 2,15 m par 2,15 m et profond de 20 mètres, c'est-à-dire dans les argiles varvées, mais qui ont une compacité qui augmente progressivement avec la profondeur. Et tout ça pour pouvoir maîtriser des tassements à long terme une fois le tablier réalisé, estimé à 80 ans de 2 à 2,5 cm. Donc je vais passer la parole à Pascal qui va vous parler de l'instrumentation. Donc l'instrumentation pour un ouvrage de cette envergure, ça se décline forcément en 3 phases. Une phase auscultation préalable qui a pour objectif de collecter le maximum d'informations sur le contexte et environnement du site. Là on sait qu'il y a un glissement historique, mais on ne connaît pas forcément bien ses limites. Donc il faut avoir des informations complémentaires sur les positions des surfaces de glissement, spatialement comment il évolue, les notions aussi de niveau de nappe, variation, artésianisme, enfin collecter le maximum d'informations pour qu'après le projet, parce que c'était une conception-construction, et que les candidats proposent des solutions qui soient en phase avec le contexte géotechnique. Donc là on a mis un exemple de... Comment on montre là ? À gauche, vous avez un inclinomètre avec une caractéristique de surface de glissement active à 18 mètres.
Et à droite, vous avez une carte où on a fait une étude géomorphologique qui a permis de délimiter assez précisément le glissement et aussi d'identifier que c'était pas mal de glissements emboîtés les uns dans les autres. On a bénéficié de 5 ans d'études avant de démarrer les travaux, ce qui est une durée qui peut paraître comme ça importante, mais qui n'est pas si énorme que ça par rapport aux enjeux. Pour avoir des cycles, on est quand même sur des vitesses qui sont 5 mm par an, c'est pas non plus énorme. Il faut quand même avoir plusieurs années successives pour bien cerner effectivement les vitesses, où c'est actif, et avoir le maximum d'informations. Tout ça associé aussi avec des reconnaissances géotechniques, pour mieux connaître les argiles varvées, et après avoir une base solide pour après passer en consultation, conception. Dans la seconde phase, qui est la phase travaux, comme l'entreprise a mis les pieds dans le glissement et donc a proposé 5 types de fondations différentes quand même sur cet ouvrage. Donc on a vu dans deux un peu caractéristiques, qui sont les deux de P5, P6 dans le glissement et P3, P4 avec le système de dents creuses. Donc là, l'auscultation, ça se décline un peu différemment. On garde toujours l'auscultation, je dirais, d'environnement, de l'activité du glissement en général, etc. Mais après, on se rapproche de l'ouvrage, des fondations. Et là, du coup, on fait plus de l'auscultation un peu plus dédiée par rapport au mode constructif et aux choix qui ont été proposés par le candidat. Par exemple, là, on vous met un exemple sur les P3, P4 où c'était les dents creuses. Donc, il fallait mesurer à la mise en charge et à la descente de charge du viaduc, des piles, que les tassements étaient dans des limites acceptables, définies par les études, qui étaient de quelques centimètres, là, 2-3 cm. Donc on voit que sur la pile P3, la phase travaux qui est à gauche on a une phase de tassement assez régulière, assez importante. Et depuis la mise en service de 2006, on est passé sur ces deux piles-là sur un rythme beaucoup plus faible et qui est conforme aux prévisions. On a 1 cm de tassement supplémentaire en 15 ans de mise en service. Voilà. Donc c'est conforme à ce qui était attendu. Au droit des piles P5 et P6 qui étaient dans le glissement, là, pour la réalisation, on a dû faire, l'entreprise a dû faire des pompages, rabattements et du drainage, ce qui, sur une phase ponctuelle, a accéléré les glissements et les déformations au droit de la réalisation des fondations. Et on verra un peu plus tard qu'une fois terminé, il y a même eu un apport bénéfique du drainage, dans le sens où on est passé de 3-4 mm par an à 1 seul millimètre par an en termes de déplacement à proximité de ces piles-là. Plus loin, au niveau des glissements, plus à l'aval, on reste sur les mêmes valeurs, mais au moins au droit du viaduc, on a ralenti le glissement. Après, voilà, on arrive à la livraison de l'ouvrage en 2006. Comme c'est quand même un ouvrage qui reste sensible, puisque une bonne partie des fondations sont dans la zone soit des argiles varvées, soit du glissement, il faut développer un plan de prévention qui veut suivre les actions. Donc les actions, c'est quoi? C'est le glissement de terrain. Et puis les réactions, c'est l'ouvrage. Comment réagit l'ouvrage aux actions? Donc la phase action, c'est on développe un certain nombre d'inclinomètres placés auprès des fondations, auprès des piles, un peu en amont des piles, mais aussi après déclinés vers le nord, en s'éloignant du viaduc. C'est pour avoir une représentation de comment se comporte, quelle action on apporte à l'ouvrage. Après, il y a de la piézométrie associée, des cellules de pression interstitielle. Et après, au niveau de l'ouvrage en lui-même, il y a plusieurs développements qui sont la topographie, où on développe un certain nombre de cibles topographiques à plusieurs niveaux.
Et puis après, il y a aussi tout ce qui est mesure de déplacement des enceintes par rapport à la pile pour P5 et P6. Pour voir pareil aussi comment on accompagne, comment le glissement agit sur ces viroles. Sur la gauche, là, justement, il y a un graphique qui mesure. Donc là, c'est un plan de surveillance qui est géré par l'exploitant, qui est AREA, pour lequel il y a un accord cadre qui est mis en consultation régulièrement tous les 3 ans pour justement le suivi spécifique de cet ouvrage. On voit ici, là, on a donné un exemple des évolutions des enceintes sur les 10 premières années. Donc on est sur des évolutions, ça a bougé de juste 4 mm. Donc il y a des évolutions qui sont, comme je disais, très très lentes, beaucoup plus lentes que ce qui était prévu au départ. Et donc très acceptable par l'ouvrage. Donc toujours sur les notions de action-réaction, au niveau des piles, on a fait mettre en place un certain nombre de piles en pied de pile, différentes hauteurs, sur le tablier. Tout ça pour voir le comportement global de l'ouvrage. Et là, c'est pareil. On a sur une quinzaine d'années de surveillance des évolutions au maximum de l'ordre de 10 mm, 1 cm. Donc, ils sont conformes au déplacement attendu. Ça aussi, c'est un point important de l'auscultation. Elle est là aussi pour apporter des informations sur qu'est-ce qu'on attend maintenant en phase d'exploitation, quoi. Et combien, et de mettre une alerte si jamais on dépasse un niveau de seuil préconisé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette auscultation, là, à partir de 2006 et la mise en service, elle n'est pas figée, elle est évolutive, elle prévoit un volet remplacement d'un clinomètre en cas de rupture ou de cisaillement qui ne permet plus de passer une sonde, mais ça permet aussi c'est censé pouvoir être évolutif localement s'il y a un point particulier sur lequel on ne sait pas répondre, pour lequel on voudrait avoir plus d'informations. C'est un peu comme ça, donc entre 2006 et maintenant, il y a eu quelques rajouts qui ont été faits au niveau des suivis des piles sur les pompages, etc. Mais bon, globalement, donc l'enseignement sur ce projet, c'est que l'auscultation préalable c'est un bénéfice par rapport à la conception et au projet, puisqu'on voit que une conception avec des piles dans le glissement et dans les argiles varvées, sans toutes les informations de l'auscultation, ça n'aurait pas forcément fonctionné. Il y a eu des choix, il y a eu 5 choix de fondation qui ont été vraiment dictés par les informations recueillies par l'auscultation. On peut dire aussi qu'en phase de travaux, tout s'est plutôt bien passé, même si ponctuellement il y a eu des petites accélérations. Ça a été maîtrisé avec les modes constructifs et l'entreprise a interagi avec les résultats de l'auscultation. Sur le suivi maintenant actuel depuis la mise en service, on a tout est plutôt ouvert, puisque ce que l'on mesure, c'est plus ou moins conforme à ce qu'on attendait, et que l'ouvrage n'est pas en souffrance ni localement ni globalement. Donc voilà le bilan. Donc ce qu'on peut dire aussi en connexe à l'auscultation, c'est que pour les argiles varvées, ce projet a permis d'enrichir les données de reconnaissance, une meilleure connaissance de ces argiles qui sont très présentes dans tout le trièvre. Voilà. On va passer au sujet suivant. Donc on vous a présenté ici sur le viaduc de Monestier une problématique de fondation d'ouvrage, en l'occurrence de viaduc, dans un glissement de terrain. On va vous présenter